Yorana et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. On le voit de plus en plus dans les commerces, des shampoings, des après-shampoings et pâtes dentifrice solides ainsi que des lessives en vrac sont mises en vente et s'imposent sur le marché. Ces produits plus économes et plus éco-responsables se popularisent dans le monde entier et Tahiti n'est pas une exception. Pour ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre de Samantha Fink, fondatrice de l'entreprise EcoFare et grande gagnante du Whenua Challenge durable en 2019 qui, justement, propose à la distribution ces nouvelles gammes de produits plus respectueuses de notre environnement. Sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation entre Tamatea et Samantha sur le projet EcoFare, son parcours d'entrepreneuse et ses projets d'avenir. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui chez EcoFare qui se situe dans la vallée de la Punaro et nous sommes aujourd'hui avec Samantha Fink. Samantha, bonjour. Bonjour à tous. N'hésite pas à te présenter donc pour commencer. Donc moi je suis Samantha Fink, donc la gérante et la créatrice de la société EcoFare. Je suis revenue dans ce domaine il n'y a pas très longtemps parce que je suis chimiste de formation. À la base, avant je faisais quelque chose de complètement différent, mais donc depuis 4 ans je me suis replongée un petit peu dans mon domaine en créant EcoFare. Alors du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la création d'EcoFare? Comment ça s'est passé? Comment est venue l'idée? Comment se sont passées les premières démarches? Alors l'idée est venue tout simplement du fait que mon fils est allergique aux acariens. Donc il est devenu de plus en plus allergique, voire asthmatique. Donc on a commencé un petit peu à vouloir traiter la maison, fonctionner de plus en plus naturel nous-mêmes à la maison, donc à faire nos propres produits ménagers. Et puis on s'est rendu compte c'était assez simple à faire, que c'était efficace et qu'il y avait peut-être quelque chose à proposer aux Polynésiens, d'autant plus qu'il y a énormément de plantes polynésiennes qui sont pleines de vertus et qu'on pouvait en profiter. Donc j'avais une autre société à l'époque de remise en forme, donc pas beaucoup de temps. J'hésitais à me lancer jusqu'à temps qu'il y ait un concours du ministère de l'Environnement. Et puis je me suis dit, je me lance, si j'ai un prix, j'y vais, et si j'ai pas de prix, j'y vais pas, j'ai pas le temps. Et puis j'ai eu un prix, donc c'est comme ça que j'ai démarré EcoFare. Ok, et du coup, EcoFare, comment ça a commencé? Tu as commencé seule, j'imagine? J'ai commencé, on était associés avec des amis au début, parce que justement j'avais peur de pas arriver à gérer les 2 entreprises toute seule. Et puis, donc, on a commencé très simplement à touiller dans la cuisine, un petit peu comme tout le monde, à élaborer des recettes soi-même. Et puis, petit à petit, au début, on était dans les ateliers relais de Tipperary. Donc, on a démarré dans des structures plus petites au départ. Ok. Et du coup, EcoFare, aujourd'hui, c'est combien de personnes? Comment est-ce que ça fonctionne? Combien est-ce que ça sert de personnes? C'est-à-dire, sur combien de lieux est-ce que tu livres? Donc aujourd'hui, dans la structure, on est 2 associés, moi et mon conjoint. On a un salarié qui permet d'assurer toutes les livraisons et qui m'aide à la production, un commercial qui tourne sur toute l'île et Moorea. Et là, on a pris récemment une personne qui nous aide en CAE. Après, au niveau des distributions, on est représenté dans quasiment toutes les grandes surfaces de l'île, supermarchés et également les magasins spécialisés type de vente en vrac. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire, comment ça s'est passé par rapport à cette fameuse crise Covid? Parce que beaucoup d'entreprises ont souffert effectivement de la période Covid. Comment est-ce que pour vous, en tant que justement vendeur de produits nettoyants, de produits désinfectants, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez vécu la crise Covid? Donc pour nous, ça a été un petit peu équilibré dans le sens où on a vendu des nouveaux produits, plus de produits tels que notre savon pour les mains, parce qu'effectivement les gens se lavaient plus souvent les mains. On a eu la chance aussi, comme on est une société qui fabrique localement, de pouvoir répondre à certaines demandes quand les distributeurs étaient à court parce que les marchandises n'étaient pas arrivées dans les temps et que la consommation avait grandi d'un coup. Ça n'avait pas été forcément anticipé, voire le monde entier était un petit peu en pénurie de ce genre de produits. Donc nous, on a pu fabriquer, donc ça nous a aidé un petit peu à booster nos ventes sur ce plan-là, ce qui a compensé la perte du fait que les gens n'allaient plus au supermarché et n'achetaient plus forcément nos produits courants. On a aussi proposé de la livraison à domicile pour essayer de pouvoir répondre à nos clients habituels qui ne voulaient pas aller en grande surface. Et justement, comment est-ce que ça se passe, ce shift entre le service dans les magasins où on va développer un service pour le client, chez le client? Comment est-ce qu'on
transitionnes de l'un à l'autre? Est-ce que ça a été facile? Quelles ont été un peu les difficultés aussi qu'il a dû avoir à faire face? C'était pas forcément évident parce que c'est vrai que les gens étaient quand même très un peu paniqués par peur qu'on vienne chez eux, donc souvent on déposait derrière le portail où on ne se croisait pas. On a communiqué via les réseaux, donc effectivement ceux qui voulaient vraiment nos produits ont répondu, mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique de vendre via les distributeurs qu'à domicile. Les gens sont quand même réticents à ce qu'on vienne à domicile. Ok. Et justement, tu nous parlais de... On va couper là, j'ai zappé, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est pas grave, laisse-le tourner, on le coupera après. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu avais mentionné. Qu'on fabrique nous-mêmes. Oui, voilà, ok. Et tu nous as mentionné effectivement cette différence entre les produits qui venaient de l'international et qui justement n'arrivaient plus sur le territoire, et justement l'avantage que vous aviez de pouvoir produire localement. Comment est-ce que tu vois le marché aujourd'hui après cette crise Covid par rapport à le fabriquer local, de se servir des produits locaux et justement d'être capable d'avoir un savoir-faire local et des produits locaux? Nous, c'est vraiment notre objectif à terme, c'est d'essayer de quasiment plus rien importer et de travailler uniquement qu'avec des plantes locales. On a par exemple un nettoyant toute surface au Miri taratonique, le basilic sauvage des montagnes, qui a des vertus bactéricides très impressionnantes. On élimine 99% des bactéries avec ce nettoyant. Il y a évidemment encore des produits qu'on est obligé d'importer, tels que le vinaigre ménager qu'on ne fait pas encore nous-mêmes, ou les huiles essentielles. Ça, pareil, on est en train d'essayer d'acquérir un distillateur pour pouvoir fabriquer nos propres huiles essentielles. Mais l'idée, c'est vraiment d'aboutir à du quasiment 100% polynésien à terme. On a aussi une étude sur les noix de lavage qu'on appelle en France. Donc ici, c'est les graines de coco. Ce sont des graines marquisiennes qui ne sont pas du tout utilisées, qui contiennent en elles les molécules de saponine, donc c'est du savon naturel. Donc l'idée serait d'exploiter ces molécules de savon naturel des plantes dans une lessive 100% polynésienne, donc 100% fabriquée ici, sans matière importée. Est-ce que du coup pour toi c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir cet aspect local, c'est vraiment une valeur qui porte un peu l'entreprise? Oui, exactement. C'est vraiment le but, c'est de faire du 100% polynésien avec le maximum de végétaux, c'est rester vraiment dans le naturel, tout en vérifiant évidemment tous les critères qu'il faut à côté avec les laboratoires, mais vraiment d'être dans le local, parce que finalement on a tout ici et c'est dommage d'importer, surtout quand on voit les distances qui nous séparent des fabricants. Voilà. Puis surtout, ça nous permet de développer ce type d'entreprise, justement d'avoir une résilience pour le moment de crise comme celle-ci, où justement on est quand même beaucoup plus apte à répondre à la demande et à rebondir aussi derrière, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours entrepreneurial finalement? Qu'est-ce qui a été pour toi, par exemple, la meilleure leçon que tu as réussi à tirer de ce parcours-là, et qu'est-ce qui a été justement la pire leçon que tu as pu apprendre? C'est compliqué comme question. C'est très compliqué, oui. Donc, dans mon parcours, à la base, j'ai démarré salarié un petit peu comme tout le monde. Je me suis lancée à mon compte quand j'ai eu les enfants, plutôt dans le souci de se dire que ça permet de pouvoir éventuellement dégager du temps quand il y a besoin, enfin du moins d'être libre, de pouvoir un petit peu m'organiser comme je veux pour être disponible pour eux. Donc j'ai lancé un centre de remise en forme qui s'appelait Body Studio, que j'ai revendu l'année dernière. Et donc Ecofaré a suivi, comme on en a parlé tout à l'heure, avec un concours de circonstances entre la maladie de mon fils et puis cette opportunité avec le concours. Donc c'est comme ça que je me suis lancée à mon compte et je le regrette vraiment pas. Je ne reviendrai pas salarié, ça c'est sûr. Enfin, s'il fallait, oui, mais si je devais choisir, non, c'est sûr que non. Donc la meilleure leçon que tu as réussi à tirer de cette expérience d'entrepreneuriat. On va dire que je pense que la meilleure des leçons, c'est qu'il faut arriver à se dire que quel que soit ce qui nous arrive, que ça soit positif ou négatif, ça reste à la limite, on apprend même mieux des choses compliquées ou des choses négatives qui nous arrivent, parce qu'on doit l'analyser, rebondir et on va en tirer une leçon et trouver la solution pour avancer. Je pense qu'on est plus passif quand on est salarié, alors que quand on est entrepreneur, on fait ses choix. Des fois ils sont bons, tant mieux, des fois ils sont pas bons et il faut faire avec, et du coup ça permet de ne pas faire l'autruche et de se dire ok, ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et analyser les erreurs et pouvoir aller de l'avant. Donc je pense effectivement finalement c'est un peu lié, le plus mauvais du meilleur, c'est-à-dire que c'est compliqué quand ça ne fonctionne pas, mais par contre c'est gratifiant
Parce Et que qu'on tout arrive à dépend- trouver la solution et Ouais, à finalement, avancer. beaucoup de choses dépendent de soi, donc c'est-à-dire qu'une bonne décision va être très impactante, mais du coup, une mauvaise décision. Après, au sein d'EcoFaré, ce qui est vraiment gratifiant, c'est quand finalement ce qui nous arrive à nous avec notre enfant, il nous arrive de croiser des personnes sur des salons qu'on fait ou quand on fait des animations, de personnes qui nous expliquent qu'elles devaient laver leur linge 3 fois avec une lessive classique parce que leur enfant faisait de l'eczéma et que grâce à notre lessive, ça a changé leur vie parce qu'elles peuvent laver le linge normalement qu'une seule fois sans avoir à faire 3 rinçages, ou des personnes qui avaient des allergies sur les mains et que du coup c'est passé. Donc finalement, au-delà de la réussite de la société, de l'aspect financier, c'est de se dire ça a aidé les personnes dans leur quotidien. dans leur vie de tous quotidien, les et jours. c'est vraiment le but de ces produits, c'est de se dire Ouais. c'est naturel, il n'y a pas de produits toxiques à l'intérieur. Ouais, effectivement, j'imagine que ça doit être extrêmement gratifiant, comme tu le dis, d'avoir ces retours-là. Tu nous parlais effectivement d'avoir quitté le monde du salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour aussi être capable de jongler avec son emploi du temps, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi des sacrifices. Donc du coup, comment est-ce qu'on arrive à gérer toutes ces choses-là? C'est quoi finalement les sacrifices qu'on doit malgré tout faire quand on se lance à son propre compte, quand on lance son entreprise? C'est sûr que je l'ai fait parce que j'ai des enfants pour avoir du temps, mais qu'au début c'était plutôt 8h, 20h oui. sans arrêt. Après, c'est vrai qu'il y a toujours le moyen de dire quand ton enfant a besoin, je suis pas là, je me consacre à ma famille. Enfin, de pouvoir adapter en fonction des besoins, mais c'est vrai que c'est énormément d'heures et c'est beaucoup plus d'heures qu'en tant que salarié, effectivement. Il y a un autre paramètre aussi, c'est quand on est jamais en vacances. C'est-à-dire quand on est salarié, on part en vacances, on peut déconnecter. Là, on reste connecté parce qu'on a des salariés qui dépendent de nous, une entreprise à surveiller, même à distance. Donc finalement, on déconnecte pas vraiment. Mais après, comme c'est notre bébé, c'est aussi... C'est normal. On n'aurait pas envie de déconnecter de toute façon, je pense. C'est Voilà. vrai que tu m'as mentionné tout à l'heure que tu étais parti 10 jours en vacances, donc du coup, pendant ces 10 jours, tu essaies de te déconnecter, mais finalement, il y a quand même un lien. J'échange tous les jours avec l'équipe quand même. Et voilà. Pour voir au moins que tout se passe bien, s'il y a besoin de quoi que Je ce fais les soit. factures à distance, je gère la comptabilité à distance aussi, donc c'est pas vraiment... Donc finalement, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est, le seul moyen, c'est de fermer la structure, en fait. Donc, pouvoir déconnecter, et après, ça dépend si on peut fermer ou pas. Ouais, c'est autre chose, effectivement. Du coup, qu'est-ce qui te donne aujourd'hui l'envie de continuer? Alors, je pense que tu nous en as déjà parlé, mais qu'est-ce qui te motive à te dire, non, ok, moi, EcoFaré, c'est l'entreprise dans laquelle je veux me dédier. Qu'est-ce qui te motive le matin, du coup, à revenir? Je sens qu'il y a une tendance quand même des entreprises, des particuliers, à aller vers un mode de consommation plus éco-responsable, que ce soit pour protéger l'environnement, la planète, mais aussi pour notre bien-être, notre santé. Ça bouge plus doucement. Enfin, on est peut-être un peu plus... Certains pays sont plus avancés dans ce genre de démarche, mais je sens que quand même ici, il y a un engouement vers ces démarches plus éco-responsables. On le voit bien, tous les concours, les projets sont souvent tournés quand même vers l'économie circulaire ou le respect de l'environnement. Donc j'espère que en continuant à travailler dans ce domaine et avec EcoFaré, on puisse aider à changer effectivement le mode de fonctionnement et atteindre du coup une société un peu plus éco-responsable, on va dire, c'est ça? Parce que la planète en a besoin quand même, notre santé aussi. Ouais, je pense que même au-delà de la planète, nous, on en a besoin, parce que ça, du coup, la planète, elle est capable de continuer, mais nous, on a besoin de sauver, de faire perdurer cette planète dans laquelle on vit. Très bien, et maintenant, si tu devrais définir, parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu as un salarié, tu as un CAE, du coup, tu as une petite équipe. Comment est-ce que tu définirais, toi, ton style managérial? Comment est-ce que tu définirais ton style d'entrepreneuriat? Je pense que je ne suis pas un bon exemple, je suis trop cool. Ah. Et donc, en fait, c'est difficile parce que j'ai toujours eu que des petites équipes, c'est-à-dire des entreprises avec maximum 5-6 personnes. Donc, on est très proche on passe beaucoup de temps avec. On passe quasiment plus de temps avec ses employés qu'avec sa famille. Donc, finalement, on lie des liens et c'est un petit peu difficile après de faire de ne pas devenir amis en plus. Surtout qu'en Polynésie, on est quand même très... Le côté relation humaine est important, chaleureux, voilà. On ne va pas se vouvoyer et pas se dire bonjour. Donc effectivement, je pense que je suis un petit peu trop gentille, voilà. Okay. Donc, de temps en temps, ça se retourne un petit peu contre moi parce que
Mais au final, malgré tout, l'ambiance, j'imagine, doit être beaucoup plus plaisante oui, voilà. en étant comme ça. En fait, c'est ça, c'est qu'on se dit sur une petite équipe, on va pas. C'est un peu compliqué de ne pas travailler dans la bonne humeur. Mais c'est vrai qu'il faut savoir de temps en temps, remettre un cadre et des règles, et c'est pas toujours évident. Et justement, comment est-ce qu'on fait quand on se retrouve un peu dans cette situation où il faut un peu recadrer, comment est-ce qu'on s'y prend, comment est-ce qu'on le vit aussi? Parce que selon les personnes, c'est un peu compliqué. Pour moi, effectivement, c'est pas quelque chose d'agréable. Ouais. Parce que j'aime pas trop... les conflits. Voilà, les conflits. Et puis, jamais licencier quelqu'un, mais si je devais avoir à le faire, je trouve ça agréable pour personne. Donc, c'est une des parties, effectivement. Du coup, on en revient à la question de tout à l'heure. C'est peut-être une des parties difficiles du rôle de patron. Ouais, parce que souvent, effectivement, tout le monde idolâtre un peu le patron. Effectivement, lui, il peut faire ce qu'il veut. Voilà. On a toujours le mauvais rôle, ça c'est sûr, de toute façon. Justement, c'est bien de montrer un peu le côté, entre guillemets, obscur, le côté difficile de savoir gérer ses équipes, des choses comme ça, quoi. Donc, finalement, surtout quand on est dans une petite équipe, finalement, c'est beaucoup d'humains qui a à gérer, quoi. Ouais, donc, c'est beaucoup de liens à tisser. Si tu avais quelque chose que tu devais changer, soit dans ton attitude ou soit dans Ecofaré, ce serait quoi, finalement? Quelque chose à changer? Je sais pas. Aujourd'hui, tu trouves que tout roule bien pour toi et pour Ecofaré, ou est-ce qu'il y a des choses quand même tu dis ça aurait été bien d'avoir fait ça, ou ce serait bien de changer un peu ça? En fait, c'est un petit peu compliqué parce que tu as parlé du Covid tout à l'heure, et effectivement, on a à peine démarré on a commencé à avancer, à démarcher les entreprises professionnelles pour travailler en B2B. Et puis le Covid est arrivé pile à ce moment-là. Donc en fait, sur nos 4 ans, on est un peu coupé par 2 années de Covid en plein milieu. Donc on essaie de reprendre un petit peu un rythme pseudo-normal. Voilà, pseudo-normal là. Et puis de finalement repartir là où on s'est arrêté juste avant, avant, c'est-à-dire redémarcher. Parce que c'est vrai que on commençait à travailler avec des établissements scolaires, mais après on leur a demandé d'utiliser tel ou type de produit, que tout a été un petit peu chamboulé, surtout dans le secteur de l'hygiène et du ménage. Donc j'ai pas trop de... Pour l'instant, on va essayer d'avancer, de consolider les bases et d'aller plus loin, quoi. Exactement. Si la seule chose, c'est que moi personnellement, j'ai tendance à vouloir j'adore faire des nouveautés, tester de nouvelles choses, créer des nouveaux produits. Donc là, je me suis dit maintenant il faut stabiliser un peu et travailler sur la gamme qui est déjà existante. Parce qu'en fait, toujours relancer des nouveaux produits, c'est sympa. Beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie. Après, financièrement, c'est aussi beaucoup d'investissement, parce que je crois que c'est des nouvelles matières premières ou du nouveau packaging. Donc, il faut refaire du stock de différentes choses. Mais finalement, j'ai un peu mon tempérament je veux foncer assez vite, mais maintenant se poser et travailler sur la gamme existante et développer effectivement avec déjà ce qu'on a. Donc je me suis promis que si on se lançait, on va sûrement acquérir un distillateur pour faire nos propres huiles essentielles. Ça serait parmi les dernières nouveautés du moment, et qu'après on se stabilise un petit peu comme ça. Ok, très bien, très bien. En tant qu'entrepreneur en Polynésie, souvent on a un type qui est un peu différent par rapport à un entrepreneur qu'on va retrouver en Europe, des choses comme ça. Du coup, pour toi, est-ce que tu as une définition un peu de cet entrepreneur polynésien? Qu'est-ce que tu as une vision de quand tu vois un entrepreneur en Polynésie qui est différente de celle qu'on va voir, par exemple, aux États-Unis, de ce qu'on va voir en Europe? Est-ce que tu vois une différence? Est-ce que tu vois un type d'entrepreneur polynésien? J'ai le sentiment, après je ne sais pas, je ne connais pas trop les autres pays, mais qu'on se lance plus facilement en Polynésie. Le Polynésien a déjà un peu plus cet état d'esprit d'entrepreneur. Je vois beaucoup de gens qui lancent des entreprises où on voit les concours, il y a beaucoup de projets qui sortent. Après, c'est plus facile, je pense, énormément. Rien que je vois dans notre secteur, quand on voit la réglementation en Europe pour pouvoir mettre sur le marché un produit, c'est très compliqué, et c'est quasiment plus d'1 million de dépenses rien que pour essayer de faire valider un produit. Donc il faut vraiment être motivé, et surtout avoir un capital énorme pour pouvoir dire qu'on se lance. Donc on a cette facilité quand même, je pense, en Polynésie, de pouvoir démarrer, même au niveau des dossiers, tout est quand même un peu plus simple, je pense. Après, c'est un petit peu, je pense, comme fonctionnent les gens, comme on dit, c'est très humain. Je vois quand même des chefs d'entreprise qui sont facilement sur
sur des salons, sur des marchés. Enfin, il y a toujours le contact. Je pense qu'ils gardent toujours en tête de garder le contact humain et non pas s'isoler dans un bureau avec les employés qui font le travail, enfin, qui sont plutôt en niveau relationnel, quoi. Bah souvent, en plus, quand on se lance, on est tout seul ou on est deux, donc voilà. on n'a pas encore les moyens de se dire on délègue tout ça. Mais c'est vrai que je me dis, même ceux qui sont patrons de grandes entreprises, il m'arrive de les Carrément. voir derrière un comptoir sur un salon made in Fénois, faire la promotion de leurs produits encore. Et il y a une accessibilité qui est présente, quoi, qui est peut-être un peu moins présente ailleurs, où c'est plus dur. Je pense qu'il y en a aussi la notion que c'est important ici de garder le contact un petit peu avec tout le monde. Ça fonctionne, comme tout le monde se connaît, comme une notion de relation. C'est à la fois une chance et à la fois aussi des fois un peu problématique. Ça peut être parfois, à double tranchant. Ouais, effectivement. Et tu nous parlais effectivement des aides en Polynésie. Comment est-ce que tu penses qu'en Polynésie, du coup, on a vraiment des facilités à se lancer ? Effectivement, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'appels à projets, de concours. Je sais que nous, on a eu la chance donc, de démarrer avec un concours de ministère. Ensuite, il y avait le concours de Polynov, qui était l'innovation en termes scientifiques. On avait répondu avec l'utilisation du mérite à Ratoni. On a gagné le premier prix également, donc c'est vrai que ça aide bien au démarrage. Il y a tout ce qui est aide de la DGAE aussi pour l'équipement aux petites entreprises, donc qui permettent de s'équiper quand même avec un financement jusqu'à 50% des achats. Donc, je ne sais pas si c'est aussi présent en métropole. Par contre, c'est vrai qu'ici, on est quand même bien accompagné, je trouve. Ouais. Tu nous as parlé effectivement de tes premiers locaux qui se situaient aux ateliers relais de Tipperary. Donc effectivement, pareil, la CCSM met à disposition des ateliers avec des tout petits loyers. Ça permet de pouvoir démarrer autre que dans son garage ou dans sa cuisine, avec un loyer encore très raisonnable. Et pour toi, ça c'est indéniablement une aide. Ah oui, ça a été vraiment un soutien, parce que c'est vrai que à la maison, c'était plus possible. Ouais. Et puis tout de suite se lancer dans un loyer de 150, 200 000 francs, c'est pas possible non plus. On vient de démarrer, on est à peine implanté. Donc, t'as pas forcément des clients. C'était un petit local de 30 mètres carrés, mais déjà ça permettait de dire. De passer une étape. Voilà, c'est passer une étape. De ne plus envahir la maison et puis d'avoir un petit local sans se sentir complètement engagé dans un bail commercial. Voilà, il faut y aller. C'est parti pour 3 ans et c'est pas le même montant. Voilà. Et comment pareil, quand on lance son entreprise, au début on est tout seul et après on commence à recruter les premières personnes. Comment ça se passe d'avoir un peu ce poids sur les épaules, de se dire ok, maintenant il faut vraiment y aller parce qu'il n'y a plus que moi dans l'aventure, il y a d'autres personnes qui sont engagées avec moi et qui comptent sur moi. Comment est-ce qu'on vit ça un peu? C'est exactement pour ça que j'ai vendu mon autre entreprise. Parce qu'au début, je pouvais le faire un petit peu, je le faisais le week-end, un peu plus en dilettante, en se disant si ça fonctionne, tant mieux, si ça fonctionne pas, c'est pas trop grave, parce que j'ai pas de salarié, j'ai pas... Et puis après, on s'est retrouvé avec un salarié, j'ai acheté un camion de livraison et puis un loyer. Donc là, effectivement, maintenant, une fois qu'il y a la contrainte de se dire, il y a tant de charges chaque mois, donc maintenant, il n'y a plus d'échappatoire, et il faut bosser et il faut faire le chiffre tous les mois, quoi. Donc là, c'est le moment où j'ai décidé de me consacrer qu'à ça, parce que c'était plus possible de le faire que le samedi ou le dimanche. Effectivement, quoi. Il y a des priorités qui s'installent, effectivement, quoi. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui l'avenir à court terme de Ecoforêt et comment est-ce que tu le vois à plus long terme? À court terme, comme je disais, notre projet, c'est vraiment de se développer par rapport aux clients B2B, parce qu'on est quand même bien implanté dans toutes les grandes surfaces pour le particulier. Il y a une bonne démarche des entreprises dans les démarches RSO actuellement, donc ils sont quand même dans un état d'esprit d'avancer vers tout ça. Donc, sur les 2-3 ans à venir, c'est vraiment d'essayer de développer ce secteur-là. Et puis après, je ne sais pas, on peut toujours rêver à une grande chaîne de production et d'embouteillage, mais bon, ce serait à long terme. À long terme, oui. Je ne sais pas si le marché polynésien le permet. On a un petit peu démarché aussi une approche de l'export aux États-Unis, accompagné aussi avec la CCSM qui avait fait un déplacement là en mars de cette année sur le Natural Product Expo de Anaheim. Okay. Et on a fait partie du déplacement, on est allé rencontrer de potentiels prospects pour de l'export. Donc c'est toujours intéressant, ne serait-ce que pour voir ce qui se fait à l'étranger.
découvrir ce genre de salons qui sont gigantesques. Gigantesque, ouais, effectivement. Voilà, déjà, en une après-midi, on fait un étage d'un bâtiment et quand on voit le nombre de bâtiments qu'il y a, c'est sans fin. C'est un autre monde. Oui, effectivement. Quoi. Donc, du coup, à long terme, il y a un monde où Ecofaré se déplace à Pourquoi l'extérieur, pas, voilà. Donc, l'idée, vu qu'on est écolo, c'était pas d'exporter des matières finies avec des emballages, mais plutôt de la matière première vraiment polynésienne, c'est-à-dire pourquoi pas du savon coco ou notre hydrolat de myrrhe ou des autres hydrolats de plantes, mais vraiment des matières premières typiquement polynésiennes et que ça soit reformulé là-bas aux États-Unis avec au sein d'une marque propre chez eux. C'est pas le but, c'est pas d'avoir des flacons Ecofaré dans des grandes surfaces, mais de vendre ce qui est vraiment particulier à la Polynésie. Est-ce que tu penses qu'il y a une vision, en tout cas une image de la Polynésie qui est attrayante, en tout cas vraiment sollicitée par l'extérieur? Après, il y a l'image carte postale. Ouais. Après, c'est vrai que nous, on était très étonnés parce qu'on était plusieurs à se déplacer. Des gens avec des produits finis, plutôt de la catégorie cosmétique ou autre chose. Nous, on s'est dit, alors avec nos bidons, nos gros bidons d'hydrolat ou autre chose, on va faire rêver personne du tout, c'est ça. Coup, ouais. Ça va être moins sexy, ça va faire. Et finalement, on avait presque plus de rendez-vous professionnels que. Enfin, du moins, on avait des rendez-vous. Et même la personne qui nous accompagnait était étonnée parce que finalement, il y a eu de l'intérêt. Après. Je pense qu'on verra si ça débouche ou pas. Après, vu la taille du marché américain, on n'a pas besoin de 50 personnes non plus intéressées. Ah oui, complètement. Ouais. Voilà, si déjà il y en avait une, on serait peut-être un peu embêté pour pouvoir fournir. Mais on était quand même étonnés par l'intérêt qui était porté. Après, il y en a, on se rappelle d'une anecdote, c'est-à-dire que pour la plupart des choses, tu peux revenir sur le... Il y a eu des échanges sur le coût, le transport, enfin, la chose logistique. Mais c'est vrai qu'après, notre particularité, c'est d'être une petite île, d'être les seuls à avoir, par exemple, ce produit-là. Et la personne elle me dit, mais oui, mais si je lance ma gamme et que tu décides d'arrêter. Ouais. Donc, en fait, c'était le double tranchant d'être... Et du coup, tu as senti que c'était un peu... C'était une personne qui avait réagi là-dessus, mais c'est vrai que sa question était pertinente parce qu'en disant, effectivement... On vend quelque chose d'unique, mais si c'est unique, je ne peux pas aller l'acheter ailleurs. Voilà. Donc, si toi, tu décides d'arrêter et que j'ai lancé une gamme là-dessus, voilà. Tout s'arrête avec toi, effectivement. Voilà. Quoi. Donc, mais c'était très intéressant. Ok, très bien, très bien. Je te propose de marquer une courte pause et puis on se rejoint juste après. Donc, nous revoici donc à Ecofaré en compagnie de Samantha. Samantha, comment vas-tu? Ça va super, toujours. Okay, très bien. Donc, souvent, de nos auditeurs, on a des personnes qui sont très intéressées par l'entrepreneuriat. Il y en a qui veulent se lancer, il y en a qui sont un peu dans le début de leur entreprise, il y en a qui sont un peu plus avancés. Et qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, toi, en tant qu'entrepreneur, que tu aurais peut-être voulu entendre quand tu t'es lancé ou avant même de te lancer? Déjà, je pense, je ne sais pas si j'aurais voulu l'entendre, mais c'est sûr qu'il faut que la personne... je vois souvent plein de gens qui veulent se lancer et soit ils n'avancent pas, enfin, ils ne le font pas forcément. Je pense qu'il y a des catégories de gens qui sont vraiment faits pour être entrepreneurs et des gens avec qui ça ne va pas trop aller. Donc, je pense qu'il y a vraiment un état d'esprit, vraiment se poser la question, de se dire, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'on est prêt à sacrifier les week-ends, les soirées, parce que finalement c'est ça, quel que soit ce qu'on fasse, mais si on a un gros marché qui tombe, une commande, si on fait de l'événementiel, il y a peut-être une deadline pour un event et puis c'est le grand stress juste avant, enfin, faut que tout soit bouclé et là il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus rien, le stress il est au... Voilà, il faut délivrer. Et ça je pense que il y a des gens qui aiment ça et justement relancer des nouveautés, des nouveaux business. On voit bien d'ailleurs souvent les gens qui lancent des business, on lance plusieurs entreprises différentes. Et à l'inverse, il y en a qui aiment ce côté plus structuré, plus cadré, d'être salarié avec des horaires. Le week-end, c'est en famille. C'est bien aussi, mais finalement, je pense que c'est un tempérament complètement différent et c'est vraiment important de se poser la question et avoir cette notion que est-ce qu'on est prêt à jouer le jeu de l'entrepreneuriat, de vivre jour et nuit pour son entreprise. Parce que moi, je me surprends, la nuit, des fois, je dors et en même temps, je réfléchis et je me réveille, j'ai dormi, mais je me suis réveillée avec quelque chose qui est vraiment concret. Et je ne sais même plus si je dormais ou si j'étais réveillée. Je vois exactement le genre de processus. Donc, et du coup, comment est-ce que tu fais pour arriver à savoir ce genre de choses? Il faut essayer finalement ou
Est-ce qu'il y a un entre-deux? Ok, je suis dans le salarié, j'ai envie de me lancer, mais est-ce que je suis prêt à peut-être sacrifier? essayer de faire une petite activité, passer par une petite activité à côté, lancer un petit truc. C'est vrai que c'est pas évident non plus de... Ouais. Après, il y a les gens qui sont vraiment attachés à ce qu'on disait, un week-end en famille, ce genre de choses, ils le savent, qui considèrent. Je sais que nous, dans notre famille, on a impliqué nos enfants dans le travail, c'est-à-dire qu'ils nous aident. C'est notre vision de se dire, c'est un mode d'éducation aussi, de leur montrer comment fabriquer, comment fonctionne une entreprise. Surtout de nous qu'Ecofaré est né grâce à, voilà, par le biais justement idée, de ton fils. Après, d'autres personnes ne vont pas avoir cet état d'esprit-là en disant le travail, c'est le travail. Et puis voilà, les enfants, on les laisse dans le monde de l'enfance le temps qu'ils grandissent. Et puis voilà, donc après, je pense qu'il y a quand même moyen de se dire dans quelle catégorie de personnes on est. Et du coup, pour toi, alors finalement, Ecofaré fait partie de la famille maintenant. Donc c'est, comme tu disais, à la maison, c'est normal de parler du coup travail. Oui, même mon fils va me donner des idées. Ouais. Voilà, c'est familial. Du coup, ça te fait 2 petits employés en plus voilà. à la maison. Il a vissé beaucoup de bouchons. Exactement. Okay. Et du coup, comment ça se passe du coup avec monsieur? Monsieur Trulli travaille. Il est salarié. Oui. Il est salarié. Et comment est-ce que ça se passe donc la vision qu'il a lui par rapport à C'est bien aussi parce qu'il apporte un regard extérieur. Il n'est pas le nez dedans ou le nez dans le guidon. Donc c'est bien de temps en temps d'avoir quelqu'un de détaché. Il m'aide pour toutes les décisions importantes, mais après le quotidien, il gère pas du tout, il n'a pas le temps. Voilà. Et du coup, il y a un équilibre qui s'est placé et où tout le monde se retrouve sans problème. Tout à fait. Parce que souvent, c'est un sujet entre l'entrepreneuriat, comme tu disais, faut être prêt à y consacrer des heures, des nuits, des semaines, des week-ends. Et du coup, par contre, c'est vrai qu'il est dans ce même état d'esprit. Ok. Donc ça, même s'il n'est pas au quotidien dedans, il le considère comme c'est sa société tout autant que la mienne. Donc quand il faut y aller et passer le week-end, c'est avec plaisir. C'est même lui qui va m'inciter parce que moi j'y étais déjà la semaine, je suis un peu réticente à y retourner. C'est lui qui va me dire non, faut y aller là. Ok. Donc effectivement d'avoir une bonne relation ouverte à ce niveau-là. Donc finalement, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ta journée type? Ma journée type. Alors, depuis que je n'ai plus qu'Ecofaré, c'est un petit peu compliqué parce que à la fois je fais la production et à la fois je vais aller en rendez-vous ou à des réunions, à des formations, à la CCSM, enfin un petit peu tout. Donc je passe un petit peu ça va sûrement faire rire les auditeurs, mais de la tenue de combat avec le short, le t-shirt, de la peau de partout, à porter des sacs de 25 kilos. Voilà, ça peut être le masque si c'est pour faire des savons par exemple. Ça peut porter des sacs de 25 kilos qui ont été stockés dans un entrepôt, donc tout poussiéreux. Et après, 2 heures après, il faut être changer, tout faut être en robe à peu près correcte à un rendez-vous ou à la banque ou faire des déplacements. Donc, généralement, je viens le matin parce que l'équipe est plutôt là tôt le matin. Donc je fais toute la partie production à l'atelier sur place le matin et puis après je garde tout ce qui est extérieur plutôt l'après-midi quand l'équipe est partie pour rester avec eux quand ils sont là. Okay. Voilà. Et puis après, il m'arrive aussi de travailler de la maison quand je sais que j'ai que de la partie informatique à faire, paperasserie sur l'ordinateur. Quand par exemple c'est les vacances scolaires, ça me permet de rester avec mon fils à la maison. Voilà. D'être capable d'être à la maison avec la famille, en même temps de travailler un peu à distance. Ça a été vraiment la vraie différence. Alors ça, je ne sais pas s'il y a des personnes qui hésitent de se lancer entre ma première société où c'était de la prestation de service, où j'étais complètement bloquée en termes de présence, il fallait tout le temps être là sur place et tout le temps connecté parce que on faisait par exemple des cours de coaching sportif. Donc quand le prof annonce le matin qu'il est en panne ou malade et qu'il y a 50 personnes qui passent dans la journée, il faut appeler dans la foulée 50 personnes ou essayer de remplacer le prof. Donc c'est vraiment tendu tout le temps. On ne peut pas dire je décroche pas mon téléphone pendant une demi-journée, je ne suis pas là et voilà. Enfin, tu peux tenter ta chance, alors que, mais ça va avoir beaucoup de mécontents. Je vais avoir beaucoup de messages quand je vais le rallumer. À l'inverse, où là, on fait de la production, on livre dans les magasins, mais après, si c'est pas livré aujourd'hui et que c'est livré demain, ça change pas énormément, ou si on a toujours du stock, donc c'est plus. Il y a un jeu qu'on peut se permettre, effectivement. Quoi. Donc en vente, c'est comme. Côté fabricant, c'est quand même plus. C'est pour ça que j'ai tenu à ne pas reprendre de. On me demande souvent, tu vas faire une boutique? J'ai dit non. C'est trop de gestion à faire. Distribution, c'est bien. Rester fabricant, c'est.
Ok. Tout à l'heure, tu me parlais aussi de petits ateliers que tu fais avec les écoles, des choses comme ça. Oui, donc on fait des masterclass pour apprendre aux gens à faire de la lessive écologique et naturelle. Donc c'est vraiment pour montrer aux gens que avec très peu de produits, en très peu de temps, on arrive à faire un produit ménager, que ce soit de la lessive. On leur apprend à faire du savon pour les mains, du nettoyant toute surface. Après, on fait des petits ateliers cosmétiques aussi, gommage, déodorant. On fait aussi des tressages de vieux t-shirts pour faire des éponges tawashi. C'est une technique japonaise. Donc, c'est vraiment pour montrer qu'avec peu de choses, et surtout que ça revient pas cher. Donc, on a travaillé aussi avec des communes qui ont fait des interventions dans les quartiers. La commune d'Arouet avait pris tout un quartier, il y avait tout un projet, on leur apprenait à faire le potager pour vraiment essayer d'être autonome, moins dépensé et puis d'utiliser les produits locaux. Voilà. Et puis donc là, on est intervenu 4 lundis d'affilée pour leur apprendre à faire tous les produits pour qu'ils puissent fabriquer eux-mêmes avec des matières premières pas chères comme le savon de Marseille et qu'ils puissent dépenser moins, réduire leurs dépenses. Et du coup, j'en reviens un peu à la même question que j'avais tout à l'heure. Du coup, quelle est la raison de ces ateliers finalement? C'est vraiment de sensibiliser. Donc soit chez les petits, on s'amuse aussi avec... on arrive à démarrer avec la section des grands maternels qui arrivent à fabriquer de la lessive. Ils aiment beaucoup, ils touillent sa mousse. Des fois, ça mousse de partout. On a eu le même cas au lycée de Taravao. Ils ont fini en bataille de mousse en secouant la bouteille de lessive. Les garçons, c'était une catastrophe à la récréation derrière. Bon, tout le monde s'amuse, mais c'est vraiment de les sensibiliser, leur montrer que c'est facile, que tout le monde peut le faire. C'est un petit peu comme pendant le Covid, tout le monde a refait le pain. On dit, en fait, c'est simple à faire, on peut faire son pain. Et puis, essayer de les amener vers une consommation plus éco-responsable. Ce qui se relie du coup vraiment avec les valeurs que tu essaies de porter là-dedans. Et puis, pour nos produits, c'est-à-dire que souvent nos produits se comportent un petit peu différemment d'un produit industriel. C'est-à-dire que la lessive, elle a quasiment pas d'odeur. Elle peut avoir une odeur liquide sur le linge mouillé, mais le linge sec n'a pas d'odeur parce qu'on n'utilise pas de fragrance artificielle. Il faudrait même que je mette des molécules, ça s'appelle les encapsuleurs de parfum, qui gardent le parfum dans le tissu. Okay. Et tout ça, ce sont des perturbateurs endocriniens qui sont très mauvais pour la santé, donc on ne le met pas. Donc, notre linge, une fois propre et sec, ne sent rien. Donc c'est un petit peu difficile parce que le cerveau humain est conditionné pour se dire ça sent bon, c'est propre. Ouais. Donc finalement, les gens, quand ils font eux-mêmes leur lessive, ils apprécient avoir fait, donc ils aiment leur lessive et puis ils adhèrent plus facilement à des produits qui sont un petit peu différents de ce qu'on est habitué par la société de consommation. Donc effectivement, c'est comme tu disais, c'est une éducation qu'il faut faire. C'est des habitudes. Voilà. On est habitué à ce que ça sente fort, que ça mousse beaucoup, que ça soit coloré. Et du coup, c'est des choses qu'il faut changer. Et à l'inverse, quand on se déshabitue, moi je sais qu'on quasiment n'utilise plus de produits avec des parfums artificiels. À l'inverse, quand je sens un spray désodorisant sur une chose, j'ai tout de suite mal à la tête, je fais une réaction allergique. Ouais, parce que du coup, je pense que le corps s'est déshabitué. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il y a une réaction. On a beaucoup de nos clients qui nous disent être comme ça aussi, ne plus pouvoir supporter. Ouais. Du coup, on réalise un petit peu tout ce qu'on s'est mis sur le corps pendant toutes ces années. Ouais, c'est un processus intellectuel. Alors, petit moment anecdote, tu nous as parlé d'une anecdote tout à l'heure. Est-ce que tu aurais une anecdote que tu n'as jamais racontée dans ta aventure entrepreneuriale que tu serais prêt à dévoiler aujourd'hui? Une anecdote que j'ai jamais racontée? Une bêtise, c'est ça? Pas forcément, ça peut être au contraire une réussite que tu n'as jamais dévoilée à tout le monde ou une bêtise. Tu aurais dû me le dire avant, il aurait fallu que je réfléchisse un petit peu. Ouais, je te laisse. Pour m'en souvenir. Je te laisse tranquillement réfléchir. Oui. Alors j'ai une anecdote que pas grand monde ne sait, à part ceux qui sont venus visiter Cofarem, il n'y a pas grand monde qui viennent visiter à l'atelier. C'est dans un état d'esprit de recycler le matériel, nos cuves dans lesquelles on prépare nos produits. Sont des cuves qu'on a rachetées à la laiterie Sachet, qui étaient des cuves de stockage de lait qui ont plus de 35 ans, avec des cuves en inox magnifiques, double pot, enfin en tout cas intactes compte tenu que c'était de l'inox. Donc on prépare la lessive dans des cuves de préparation de lait à l'origine. Est-ce que du coup il y a un résidu d'odeur de lait qui s'en émane? Non, non. Pas, mais bon. Vu comment sortent nos produits, non. Okay. Donc du coup ça a permis d'utiliser des cuves qui ne servaient plus à rien, qui encombraient la laiterie et qui nous a permis
de pouvoir démarrer rapidement. C'est quand même des cuves de 550 litres, donc c'est pas évident à trouver sur le territoire. On voulait pas les importer, donc on a fait du... Ah bah comme quoi, hein, quand on cherche un peu, on arrive à tous se coordonner et à faire fonctionner les choses. Et c'est vrai qu'on a vraiment cherché des cuves. On a essayé de faire tourner un petit peu le réseau sur Tahiti pour trouver des grosses cuves, et on a fini par trouver, on était contents. Du coup, vous êtes tombé dessus un peu au hasard ou c'est vraiment en cherchant... Le bouche à oreille, il me semble que voilà, parce que je crois qu'elles étaient stockées à l'extérieur, donc les gens l'avaient vu et puis on les a contactés. Donc quoi, finalement, ça ne coûte rien de demander, hein. Il suffit de demander. Et puis, Comment est-ce qu'est né le nom Ecofaré, finalement? C'est moi qui ai un petit peu tourné le truc dans tous les sens. Voilà, je voulais qu'il y ait un nom polynésien. Et puis, en fait, c'est venu tout seul. C'était lucide, limpide pour toi que ce soit ce nom-là. Oui, à peu près. Et du coup, effectivement, la partie faré, la partie tahitienne, justement, pour toi, c'était importante. Oui. Oui. Enfin, comme on est vraiment sur, comme on disait tout à l'heure, sur l'utilisation des produits, la valorisation des végétaux polynésiens, il fallait quand même que le nom soit polynésien. Soit en lien, effectivement. Et la société s'appelle Paruru Natura, donc c'est protection de la nature. Ecofaré, c'est le nom commercial. Du coup, pas grand monde le sait, ça, j'imagine. Non, c'est juste le nom de la SARL, mais... Ok. Effectivement. On aura trouvé quelque chose que pas beaucoup de monde le sait. Voilà, c'est déjà ça. Ok. Du coup, maintenant, pour continuer, comment est-ce que tu essayes de développer l'entrepreneuriat par rapport aux personnes que tu touches? C'est-à-dire, est-ce que tu essayes de pousser les gens que tu côtoies, qui viennent te voir, à lancer leur entreprise? Et plus particulièrement, toi étant une femme, est-ce que tu essayes justement de pousser ce côté femme entrepreneur? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important d'être devenir entre guillemets femme entrepreneur, ou c'est quand même quelque chose de plus masculin? Non, je pense que c'est surtout en Polynésie, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent. Et effectivement, j'ai tendance à inciter et à encourager les jeunes projets de Polynésiennes ou de Polynésiens, parce que je pense que c'est vraiment bien d'aller au bout de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que même si au final, même si ça peut être un échec complet et qu'on arrête derrière, c'est vraiment important d'aller au bout, d'avoir essayé et d'avoir tout donné, parce que ça restera une expérience qui nous fera grandir dans le futur, même si finalement le futur c'est redevenir salarié, mais ça reste que du positif, qu'une expérience à faire. Et du coup, est-ce que tu vois une différence entre effectivement le type d'entrepreneuriat que les hommes ont et le type des entrepreneurs des femmes, où finalement on retrouve l'un dans l'autre un peu des mêmes choses? Je pense que les femmes sont peut-être un peu plus fonceuses. J'ai l'impression. Okay. Un peu plus têtues, non? C'est ce qu'on reproche aux femmes, il me semble. Donc on a tendance à plus foncer peut-être, à moins se poser de questions. Ouais. En tout cas, moi, ça va être effectivement mon tempérament. Je pense que l'homme va peut-être plus chercher à attendre que tous les voyants soient au vert et à tout. La femme va plus fonctionner au feeling et au ressenti. C'est vrai que moi, j'ai toujours un petit peu fonctionné comme ça, et puis finalement, ça s'est bien enchaîné. Oui, voilà, on voit ça, effectivement. Ok. Le côté intuition féminine. Peut-être, de toute façon, c'est sûr que c'est nous les meilleurs. C'est avancé au moins. Voilà. Ok. Du coup, afin de clôturer cet épisode, est-ce que tu aurais une dernière pensée à partager à nos auditeurs? Alors, c'est un petit peu ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, je pense, aller au bout de ses idées, au bout de ses rêves, parce que la vie est courte, ça avance vite. Je vois souvent des gens qui regrettent sur le tard en se disant j'aurais dû, mais au moins il faut vivre pleinement, aller à fond, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, et si on veut essayer, tout en effectivement sans être complètement inconscient, essayer de garder, soit se lancer en gardant un poste de salarié et en disant je vois d'abord si ça fonctionne un petit peu, comme j'ai essayé de faire en disant je démarre un petit peu une autre entreprise en gardant la première, mais pas mettre de côté en se disant on verra plus tard, ça sera plus tard, parce que finalement ça avance très vite, et puis après c'est beaucoup de regrets, donc c'est bien de vivre pleinement pour être sûr de ne pas avoir de regrets et d'avoir été au fond de nos rêves. Il faut essayer de vivre ses rêves.
Ok, super. Très beau message pour finir. Je te remercie Samantha. Merci. Et puis merci de nous avoir accueillis dans tes fabuleux locaux, du coup, Ecofaré, qui se situent... Avec des mobiliers en palette recyclée. Qui sont très N'est-ce pas jolis, très simples, mais très jolis. Voilà. Du coup, on aura aussi quelques images aussi qu'on pourra Voilà, c'est voir. d'une anecdote que personne ne sait qu'on a construit notre mobilier Le mobilier en bois. en palette. Effectivement, du coup, ça va exactement dans l'idée de l'entreprise qui est de toujours essayer de consommer local, d'essayer de consommer, en tout cas, de faire le moins de dépenses inutiles. D'accord. Donc, c'est toujours dans l'idée. Je te remercie en tout cas, Merci à vous. Samantha. Et puis, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz, enregistré dans les locaux d'Ecofaré, dans la vallée de la Punaru, en compagnie de sa fondatrice Samantha. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!